rappeler le contexte de leur survenance et de leur importance. Importance d'abord parce que concerne plus de 10 millions de logements en France, c'est le nombre de logements soumis aujourd'hui au régime de la copropriété. Rappelez que ce régime du droit de la copropriété repose sur une formation tout à fait originale du droit de la propriété, qui est telle que chacun est propriétaire dans un immeuble bâti de parties privatives, mais aussi, associé à ces parties privatives, de droits et d'obligations projetés sur des parties communes en indivision. Que dès lors, l'organisation de l'administration de ces parties communes repose sur des mécanismes de décision, d'administration, de conservation, d'information, d'exécution, de contrôle, etc. Et que ces mécanismes ont été écrits il y a plus de 50 ans. Plus de 50 ans, c'est la loi du 10 juillet 1965 qui a posé les termes dans lesquels nous avons travaillé jusqu'à maintenant le droit et la pratique de la copropriété. 50 ans, ce sont, nous le savons tous, de profonds changements qui ont été constatés au sein de nos sociétés. Des changements qui tiennent à notre façon de vivre nos emplois, qui changent de plus en plus souvent, de recomposer nos familles dans des formes différentes d'habitat, d'être plus souvent mutés géographiquement. 50 ans qui ont vu dans les dernières années l'avènement du numérique qui s'est invité très fortement dans nos quotidiens, mais aussi qui nous soumettent à des enjeux nouveaux, tels que le traitement de l'habitat dégradé. Souvenons-nous des immeubles de la rue d'Aubagne à Marseille, des incendies à Saint-Denis, ou des nombreux arrêtés de péril qui, aujourd'hui, dans nos rues du centre-ville toulousain, frappent un certain nombre de nos bâtiments. Bien sûr, enjeu de la transition énergétique qui constitue un épisode important de cette fin de ces 5 décennies. Alors si ces 50 ans nous ont réservé des changements importants, je ne vous apprendrai rien en vous disant que les 6 derniers mois nous ont réservé des bouleversements qui l'ont été tout autant. Nos vies ont changé, nos façons de nous déplacer, nos façons de travailler, de télétravailler, de ne plus nous réunir, de fonctionner socialement différemment. Je fais référence bien sûr à la crise sanitaire qui s'est traduite sur le plan juridique par ce que nous savons de l'état d'urgence avec la loi du 23 mars 2020 qui a conféré au gouvernement des pouvoirs particuliers pour agir au travers d'ordonnances qu'il prendra au regard des mesures d'urgence que la crise du Covid-19 impose. Alors ces mesures, bien sûr, ont affecté le droit de la copropriété parce que nécessité de rendre plus pratique un certain nombre d'actes, et nous allons le voir. Donc c'est ainsi que, vous le voyez, nous sommes aujourd'hui à la convergence de 2 dynamiques. Une dynamique qui trouve un profond ancrage de plusieurs décennies dans des changements que nous avons vus changer au cours de nos vies, et une deuxième dynamique qui vient recoiffer les textes pris dans l'urgence au regard de la crise sanitaire. Alors cela nous donne une lecture de texte qui peut apparaître un peu compliquée à lire parce que télescopage de certaines dispositions ou accélération d'autres ou retardement d'un certain nombre. Donc ça donne, y compris pour les praticiens les plus avisés, quelques difficultés de traduction sur le terrain. Rappeler rapidement que la réforme repose elle-même sur plusieurs textes qui sont au nombre de 8 ou même de 9, on va les compter ensemble. La loi du 18 novembre 2018, la loi Elan, qui fixe le cadre de cette réforme, l'ordonnance du 30 octobre 2019, 2 décrets le 23 mai 2019, un décret le 27 juin 2019, un nouveau décret le 23 juillet 2019 et la dernière manche de la réforme qui s'est jouée dans le décret du 2 juillet 2020, plus récent. Donc vous le voyez déjà, une réforme complexe au regard du nombre de textes qui l'ont produite. S'agissant de la crise sanitaire, elle-même repose sur un certain nombre de textes, pour ce qui nous intéresse ici en droit de la copropriété. La loi d'urgence, je l'ai citée, du 23 mars 2020, l'ordonnance du 25 mars 2020 qui prend des prescriptions
pour la pratique de la copropriété, l'ordonnance du 24 avril 2020 et enfin l'ordonnance du 20 mai 2020 qui vient la stabiliser un certain nombre de sujets. Donc le but n'est pas de projeter ici des dates dans tous les sens, c'est simplement de vous faire prendre conscience de la complexité qui a été d'intégrer en moins de 2 années, même de 1 année, la somme de ces textes et de démarrer, pourquoi pas par ce sourire, et de rappeler que la réforme avait pour vocation de simplifier le droit de la copropriété. Eh bien, je crois que nous assistons à peu près à l'inverse, mais je ne jette pas là de critique, c'est le fait des événements qui ont dû réajuster beaucoup de mesures et de points. Donc tout cela demande un décodage et nous avons pris le parti de vous le proposer au travers de 2 chapitres, de 2 volets qui vont s'articuler en reprenant bien sûr les organes de la copropriété, vous le savez, les acteurs de la copropriété que sont le conseil syndical, le syndic, l'assemblée générale. Donc on décline en 2 volets les changements pour cela, avec une première partie sur le syndic et le conseil syndical et la relation de pouvoir qui existe entre ces 2 organes, et une deuxième partie sur l'assemblée générale et bien entendu les nouvelles dispositions qui sont mises à l'épreuve de celle-ci pour en faciliter le déroulement. Pour la première partie, le syndic et le conseil syndical. Alors d'abord, s'agissant du syndic, rappelez que celui-ci est un mandataire de la copropriété, qu'à ce titre, il devra disposer d'un contrat, et que le contrat du syndic, c'est pas quelque chose de nouveau, doit répondre à un contrat type. C'est pas nouveau parce que c'est un sujet qui est issu du décret du 26 mars 2015, lui-même venu en application de la loi ALUR du 24 mars 2014. Donc le contrat type, nous le connaissions, je ne reviens pas forcément dessus ici, mais le décret du 2 juillet 2020 est venu compléter ce contrat type et le modifier sur un certain nombre de points, des points qui bien sûr consistent à lui intégrer les modifications que l'ordonnance du 30 octobre a apportées. Alors ces modifications, lesquelles elles sont? Elles tiennent essentiellement dans la production des nouvelles formules liées aux périodes de renouvellement ou de résiliation de contrat. Elles tiennent également à des conditions tarifaires qui viennent s'inviter pour ce qui concerne l'Assemblée générale lorsqu'elle est demandée à l'initiative d'un seul copropriétaire. Je reviens un peu plus loin sur ces 2 notions. Et donc ces notions sont intégrées dans le contrat type. Précisez également que ce contrat type devra être précédé, avant toute transmission à la proposition, il devra être précédé d'informations précontractuelles. On est là sous le régime d'un droit inspiré, même complètement motivé par le droit de la consommation, avec une protection renforcée du consommateur, où on va devoir lui écrire dans un document précontractuel les conditions essentielles du contrat, à défaut que celui-ci ne lise ce qui, je crois, est très rarement le cas, la totalité du contrat. Donc, fiche d'information, information précontractuelle, et enfin, renforcement des sanctions liées à toute contravention à ce qui vient d'être indiqué, qui, depuis le 1er juin 2020, procède d'une amende administrative pouvant aller jusqu'à 3 000 € pour un syndic personne physique ou jusqu'à 15 000 € pour un syndic personne morale, donc une entreprise. Bien sûr, les offres qui sont faites avant tout contrat doivent respecter l'ensemble de ces indications et vous voyez qu'elles sont tout de même possiblement assez sévèrement réprimandées. Donc le syndic est encadré de ce contrat type qui vient d'être mis à jour par le décret du 2 juillet. La réforme a souhaité agir sur d'autres points du contrat de syndic. D'abord, rappeler que celui-ci a la responsabilité de la conservation des archives du syndicat, qu'à ce titre-là, il devra s'organiser, en inclure le coût dont il aurait la charge dans son forfait de gestion courante, et il aura toutefois la possibilité de faire voter à l'Assemblée générale
le transfert de ces archives à une entreprise spécialisée, mais encore faut-il que l'Assemblée soit d'accord sur cette prestation qui viendrait donc en plus pour ces charges de copropriété. Précisons également que si le contrat de syndic type formate ces actions, ces prestations, ces missions, il reste libre bien sûr dans la pratique des honoraires qui sont d'une négociation libre entre les parties. Mais précisons qu'au-delà de ces prestations normées, le syndic aura dorénavant la possibilité de proposer des prestations de services. C'est une nouveauté qui a été introduite par la réforme, par la loi Elan, et qui permet donc à un syndic de proposer, pourquoi pas à ses clients, des services qui n'ont pas de rapport directement avec ses missions de base. Donc on a vu depuis quelques mois quelques illustrations de cela, notamment les syndics les plus nationaux ont envisagé de proposer des actions de nettoyage, d'expertise, pourquoi pas, mais ça peut aller sur tout ce qu'on peut imaginer en termes de prestations commerciales, des gardes d'enfants, de la buanderie, de la conciergerie, de la reproduction de clés, autant de prestations que le service peut proposer et tarifer si le client accepte d'y souscrire. Voilà pour ces premières indications sur le contrat de syndic et ses changements intrinsèques. Le contrat de syndic, bien sûr, rentre dans une durée. On élit un syndic pour une période. Je rappelle que cette durée, elle peut être de 1 an, de 2 ans, de 3 ans. Enfin, en tout cas, elle est libre et elle doit être inférieure à 3 années, ou 3 années ou plus. Qu'à ce titre-là, l'ordonnance du 30 octobre 2020 a rappelé, c'est très formel, que le contrat est de date à date. Il doit contenir une date de début, une date de fin, et il doit même être marqué le délai qui est calculé entre ces deux dates. Pour le cas où nous aurions, et je crois qu'ils sont très peu nombreux, des copropriétaires qui ne sauraient pas combien de temps s'écoule entre deux dates. Donc on est là dans des schémas très poussés de la protection du consommateur qu'il faut néanmoins respecter, là aussi à peine d'amende administrative. Le contrat de syndic connaît une exception dans laquelle il ne peut pas excéder la durée de 1 an, c'est lorsque le syndic a été lié aux opérations de construction en ayant participé lui-même directement ou indirectement, et dans ce cas-là, il doit limiter son contrat à une durée de 1 an, ce qu'on comprend fort bien au regard des actions qu'il peut avoir potentiellement à mener à l'encontre du constructeur, notamment dans les premières années d'achèvement de l'immeuble. Préciser que cette durée de 1 an est dorénavant étendue non seulement au syndic, mais aussi à son concubin, ainsi qu'aux alliés de celui-ci, jusqu'au 2e degré. Alors si je vous parle de la durée des contrats de syndic, je suis obligé de vous faire un focus ici sur la particularité que nous avons rencontrée avec la période de crise sanitaire, qui a vu un certain nombre, même l'essentiel des copropriétés, dans l'impossibilité de se réunir pendant les périodes printanières, où nous étions tous confinés, avec des mandats qui tombaient les uns derrière les autres sous le coup de leur forclusion. Donc, parmi les ordonnances sanitaires que je précitais tout à l'heure, 3 ordonnances sont venues successivement modifier des mécanismes de report, dont le mécanisme a été le suivant. Il a été instauré une période de protection juridique pendant laquelle tous les mandats venant à expiration se trouveront automatiquement prorogés, et cela jusqu'à une date qui a dû être déterminée. Alors, je vous fais grâce des modifications de ces périodes qui ont bougé et rebougé en fonction des difficultés qui avaient été constatées. Finalement, la chose a été stabilisée par l'ordonnance du 20 mai 2020. Période de protection pour tous les contrats échus entre le 12 mars 2020 et le 24 juillet 2020. Les contrats qui échouent dans cette période-là sont automatiquement prorogés jusqu'au 31 janvier 2021. Prorogation qui bénéficie aussi, je le précise, d'autant que ce n'était pas la rédaction des précédentes ordonnances, qui bénéficie aussi au renouvellement des conseillers syndicaux, qui ont la même problématique d'expiration de leur mandat. Dès lors que le contrat est prorogé, celui-ci va
proroger son terme dans les mêmes conditions que le contrat de base, conditions juridiques et conditions tarifaires également, avec un calcul proratisé bien sûr pour la période renouvelée, prorogée plus exactement. Le mandat du syndic ainsi prorogé cessera au plus tard le 31 janvier, mais cessera avant si un autre contrat est décidé. C'est-à-dire que le démarrage du nouveau contrat interrompra cette période de prorogation. Donc on a ainsi des contrats qui peuvent s'abouter tout au long de cette période. Voilà pour le focus période sanitaire. Donc on est aujourd'hui dans cette période avec un grand nombre de syndics sur notre territoire qui sont prorogés jusqu'au 31 janvier, le temps pour eux et avec leurs clients de reconstruire ces périodes d'assemblée générale. Ce focus étant fait, je dois revenir sur les modalités de fin du contrat de syndic telles qu'elles avaient été prévues par la réforme initiale, puisque nous les retrouverons après le 31 janvier, et puis même possiblement nous pouvons les retrouver avant pour des contrats qui arrivent naturellement à leur échéance. Alors, quand on est amené à changer de syndic, il y a 3 écueils qu'il faut éviter. Le premier, évidemment, c'est qu'il n'y ait pas de chevauchement entre l'entrée en fonction du nouveau syndic et la sortie du précédent. Il ne s'agit pas d'avoir 2 syndics en même temps. Le deuxième, c'est qu'il ne doit pas y avoir de délai de carence non plus. Il ne s'agit pas de faire démarrer le deuxième syndic après la fin du premier. Il y aurait un délai de carence qui entraînerait des complications pour la gestion de la copropriété. Et le troisième, c'est qu'il ne s'agirait pas non plus d'élire un nouveau syndic dont le démarrage serait trop loin dans le temps, si bien que le syndic en place, ayant, ma foi, observé que son sort est scellé à sa défaveur, ne se bougerait plus trop pendant les dernières périodes de son mandat. Donc 3 écueils à éviter, qui ont été organisés dans un premier temps par la loi Allure 2014, qui a prévu un mécanisme qui avait l'avantage de la simplicité, qui était de dire, article 18 de la loi, on a rajouté un alinéa, la nomination du nouveau syndic vaut la révocation du syndic sortant. Nous avions ainsi un changement dans l'espace-temps de l'Assemblée Générale, en direct, live, si je puis dire, qui avait un avantage de la simplicité, de la netteté, mais qui pouvait entraîner certaines confusions quant à la tenue de l'Assemblée Générale, où le nouveau se retrouvait un peu penaud des documents qu'il n'avait pas forcément, l'ancien quittant la salle quelquefois avec un peu d'humeur. Tout ça n'était pas très heureux pour la sérénité des décisions des copropriétaires. Et puis c'était d'autant moins heureux que des syndics ont fait des actions en réparation à l'encontre de certaines copropriétés qui les avaient ainsi révoquées. C'est-à-dire qu'ils ont plaidé que la révocation prévue par la loi Allure, finalement, leur portait un préjudice parce que les privés des honoraires qu'ils auraient pu obtenir jusqu'à la fin de leur mandat, et que si la copropriété souhaitait les révoquer, il aurait fallu qu'elle exprime des fautes pour le faire. Et la Cour de cassation leur a d'ailleurs donné raison, le 8 mars 2018, jugeant qu'un syndic ne peut pas être révoqué en cours de mandat s'il n'y a pas de faute exprimée et avérée par le syndicat des copropriétaires. Donc, période de confusion à nouveau, et l'ordonnance, la loi Elan a dû corriger le tir en instaurant quelque chose d'assez inédit, une espèce de régime un peu mixte, avec une période de 3 mois. Le principe étant maintenant que le mandat du syndic donc a un terme et qu'il pourra être révoqué dans les 3 mois précédant son terme. Donc on peut intégrer un nouveau syndic dans cette période de 3 mois précédant le terme de son mandat. Mais si on intègre un nouveau syndic avant cette période des 3 mois, eh bien à ce moment-là, ce sera vécu comme une révocation et il faudrait dans ce cas-là lui exprimer des fautes. Sinon, il serait éligible à des demandes en dommages et intérêts. Voilà, donc si changement de syndic, attention de synchroniser la date de départ du nouveau syndic à l'intérieur de la période des 3 mois de fin de contrat du syndic en place. Sans quoi, des discussions compliquées peuvent se présenter. Rappelez également que la réforme du droit de la copropriété a apporté des précisions sur la démission du syndic, qui devra, s'il veut l'exercer, là aussi, alors ce que j'entends par démission, c'est le syndic
qui est en plein cours de mandat. Ce n'est pas à la fin, au moment de son renouvellement, qu'il propose de ne pas le faire. C'est vraiment en cours de mandat. Il est en difficulté ou en conflit avec la copropriété. Il peut sortir, bien sûr. Il faudra à ce moment-là qu'il indique sa volonté par notification au président du conseil syndical ou à défaut au conseil syndical ou à défaut à tous les copropriétaires, 3 mois avec un préavis, avec un délai de 2 mois. Un délai de 2 mois, il devra notifier son intention de démissionner et motiver les raisons de cette démission, qui devront évidemment revêtir un certain caractère de gravité. Si le syndic décide non pas de démissionner, mais de se retirer à la fin de son mandat, on est là dans le refus de renouvellement, eh bien il devra en informer 3 mois à l'avance, 3 mois avant la tenue de l'Assemblée générale, le conseil syndical, de manière à ce que celui-ci puisse s'organiser pour trouver évidemment un successeur. Voilà pour ces nouveautés légales qui se sont invitées dans les dernières assemblées générales et dont nous voyons ainsi que le syndic a un contrat plus encadré, des notions de durée plus formatées. Mais vous observez à la fin de ce chapitre sur le syndic que je n'ai aucun pouvoir nouveau à vous proposer à l'avantage de son métier pour mieux résoudre les situations. Je n'en ai pas trouvé, pardonnez-moi. Je pense que ça aurait été intéressant d'en creuser un certain nombre en matière d'urgence, peut-être des choses un peu différentes, en matière d'habitat dégradé, en matière... voilà. Donc, le syndic fonctionne toujours avec les mêmes moyens que ceux qu'il avait en 1965, et je tenais ici à le rapporter. Le conseil syndical, nous le savons, a la fonction de contrôler et d'assister la mission du syndic. On est là dans un équilibre historique, puisque écrit dans la loi du 10 juillet 65, article 17 de cette loi, qui dit que l'Assemblée générale prend les décisions, que le syndic est chargé de les exécuter et que le conseil syndical, s'il en existe un, est chargé de les contrôler et de les assister. Alors là aussi, des tentatives dans les projets de réforme, de rééquilibrage des pouvoirs ont été apportées. Je dis des tentatives parce qu'elles n'ont finalement pas été retenues ou très peu retenues, mais il était question, je vous une parenthèse que vous ne mémorisez pas puisque non retenue, il était question, nous en avions parlé dans l'ancêtre même de cette assemblée, de créer des conseils d'administration à un moment donné, au travers desquels les copropriétaires élus, pour les plus gros ensembles, 50 lots, 100 lots, récupéreraient les pouvoirs de l'Assemblée générale, une partie des pouvoirs de l'Assemblée générale. Il a été question de ça, et finalement, dans la dynamique initiale d'ailleurs de la réforme, qui était, je vous le rappelle, une dynamique à la faveur de la rénovation des copropriétés. Le législateur, le gouvernement était dans la volonté de réintégrer la force des travaux à l'intérieur des copropriétés. Donc, il avait envisagé que, pour les faciliter, ce seront des groupes de propriétaires élus qui les décideront. Bon, ces conseils d'administration ont été écartés de tous les projets de tous les textes qui sont, somme toute, survenus, et on va retrouver un conseil syndical dans ses missions habituelles, mais avec un rouage facilité, parce que quelques pouvoirs supplémentaires, tant dans son possibilité de contrôle et d'assistance, que dans, on va le voir, des mécanismes de délégation de certains pouvoirs de décision. Alors, conseil syndical a renforcé. D'abord renforcé dans sa composition. Sont dorénavant éligibles pour être élus au conseil syndical, et donc assister, participer et voter à l'intérieur de ces sessions, sont dorénavant éligibles les ascendants et les descendants d'un copropriétaire. Les enfants d'un copropriétaire, l'enfant d'un copropriétaire peut se présenter au conseil syndical, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, ou le papa ou la maman d'un copropriétaire peut s'y présenter. Donc ça, c'est une nouveauté qui a été accueillie avec prudence par les observateurs, par les copropriétaires eux-mêmes, qui des fois avaient un peu de mal à se retrouver dans cette règle. Néanmoins, que nous voyons se pratiquer dans la tenue des assemblées générales, on voit arriver des nouvelles personnes
ascendantes ou descendantes qui ne sont pas elles-mêmes titrées d'un droit de propriété sur l'immeuble, ce qui est, sur le plan juridique, une avancée assez importante. Conseil syndical renforcé, conseil dans sa composition, donc plus de gens potentiellement au conseil syndical renforcé dans ce rôle d'assistance et de contrôle, avec quelques outils. Alors je dis quelques avec un peu de timidité, parce que là aussi beaucoup de choses avaient été proposées, finalement peu ont été retenues, mais néanmoins elles sont intéressantes. Qu'est-ce que peut faire le conseil syndical qu'il ne pouvait pas faire avant pour mieux exercer sa mission de contrôle et d'assistance? Eh bien, d'abord, il va pouvoir accéder à l'ensemble des pièces de la copropriété, puisque le texte a prévu que le syndic devra obligatoirement les lui remettre sur demande. Et il a même fixé dans le décret du 23 mai 2019 le montant d'une pénalité qui est de 15 € par jour de retard. Donc le syndic qui est mis en demeure de remettre des pièces doit s'exécuter sous un mois, et s'il ne le fait pas, 15 € par jour tournent en pénalité. Elles viendront s'imputer bien entendu sur le solde de ces honoraires en fin d'exercice. Ça, c'est un élément nouveau en termes de transmission. À noter que le décret du 2 juillet 2020, le plus récent, a apporté une nouvelle précision à cette obligation de transmission, puisque initialement prévue à la faveur du conseil syndical, donc le président ou un conseiller syndical délégué, il ne s'agissait pas que n'importe qui vienne taper à la porte en demandant 10 pièces, eh bien le décret du 2 juillet 2020 considérait que tous les conseillers syndicaux sont éligibles dans cette demande de pièces. Donc, sur le plan éthique, communication, c'est une très bonne chose. Attention sur le plan du fonctionnement. Je fais référence, j'espère qu'ils sont peu nombreux, mais je sais qu'il en existe lorsque dans un conseil syndical, il peut y avoir des fois des antagonismes, des sensibilités, etc. Qu'il n'y ait pas tous les matins dans les bureaux des syndics des nouvelles demandes avec des nouvelles personnes et des contre-demandes, etc. qui viendraient pour le coup asphyxier le fonctionnement de ceux qui doivent exécuter les décisions. Obligation de transmission, premier nouvel outil. Deuxième nouvel outil pour le conseil syndical, c'est l'habilitation du président du conseil syndical à agir à l'encontre du syndic si celui-ci était dans un schéma fautif ou défaillant. Alors, dit comme ça vous paraît assez naturel. Ça procède pourtant d'une construction juridique tout à fait inédite, puisqu'il faut rappeler que le conseil syndical n'a pas la personnalité civile, au sens qu'il ne peut pas agir esté en justice. Le président du conseil syndical récupère ici la possibilité de le faire, et c'est un schéma qui me paraît très intéressant, parce que jusqu'à maintenant, si un syndic commet une faute ou est défaillant, la solution, c'était de le sortir, de faire élire un nouveau syndic qui agissait contre le précédent. Donc, solution pour le coup radicale, pas toujours très fonctionnelle, surtout si les deux syndics se connaissaient, c'est pas forcément génial. Donc là, on a un schéma différent qui est pris. Le président du conseil syndical pourra conduire cette action, que le syndic reste en fonction ou qu'il ne reste pas en fonction. On peut même imaginer que cette action soit conduite tout en maintenant le syndic, qui par ailleurs satisferait dans sa gestion, mais le président pourra résoudre comme ça un point de litige en agissant devant les tribunaux. Cette action d'habilitation, elle est formée sur délégation express, en ce sens que le président doit être mandaté par l'Assemblée générale des copropriétaires pour conduire une telle action. Ainsi, l'Assemblée générale se trouvera à l'articulation d'un double vote, un vote déterminant l'engagement d'action d'une part, pris à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 65, mais aussi un deuxième vote habilitant le président à conduire la dite action, qui lui se prendra à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 65. Voilà, je suis allé un peu vite, mais vous avez compris, on fait l'action à la majorité relative et on habilite le président à la majorité absolue. Donc, formalisme ainsi défini par la loi, qui vient d'être précisé, comme je vous l'ai indiqué, par le décret du 2 juillet 2020. Donc on est là dans la production de textes tout à fait récents. Précision également apportée par ce décret que l'action relèvera de la compétence du président du tribunal judiciaire, qui statuera selon la procédure
accélérée au fond. Voilà pour les missions du conseil syndical. Rappelez bien sûr que celui-ci détient également une mission de mise en concurrence du contrat du syndic. Alors, cette notion a évolué elle aussi dans le temps, avec d'abord la loi Allure qu'il a instaurée du 24 mars 2014, avec ensuite la loi Macron de 2015 qui l'a stabilisé sur des périodes triennales pour éviter des mécanismes d'élection trop fréquents. Et nouveauté, dans l'ordonnance du 30 octobre 2019, un adoucissement, si je puis dire, de la mesure, puisque le législateur a souhaité préciser que cette mise en concurrence était faite pour information, a-t-il rajouté dans le texte, comme en quelque sorte pour signaler qu'on n'est pas obligé de changer parce qu'il y a une mise en concurrence. Ça peut être aussi qu'une information quant à la compétitivité du syndic, la qualité de ses prestations, de ses tarifications, etc. Donc ce mot « pour information », je crois, peut être interprété ainsi. Voilà pour cette notion de mise en concurrence, et il a été enfin définitivement statué sur les effets de la non-réalisation de cette mise en concurrence, qui, il faut bien le dire, n'est pas pratiquée dans un grand nombre de copropriétés. Certaines s'y sont mécanisées, dans un souci de formalisme ou de changement parce que les choses se passaient mal, mais un grand nombre considérant que les choses tournent correctement, ne tiennent pas spécialement à provoquer des élections. Et donc il a été statué dans les textes que l'absence de procédure de mise en concurrence n'entache pas de nullité le mandat du syndic renouvelé. Donc il n'y a pas en fait d'effet au fait de ne pas le faire. Voilà, rappelez aussi que les copropriétés peuvent voter de la dispense de cette mise en concurrence pour encore plus que l'article. Voilà donc pour les pouvoirs du conseil syndical. Donc vous voyez qu'ils se tiennent par un renfort sur l'initiative du président qui peut agir en justice, sur la transmission des pièces pour tous les conseillers avec une attribution de pénalité correspondante et sur les mécanismes de mise en concurrence. Alors le conseil syndical, au-delà de cette mission de contrôle et d'assistance, il peut détenir, c'est pas sa vocation naturelle. Je rappelle que la décision appartient à l'Assemblée générale par l'article 17. C'est pas sa vocation naturelle de décider. Mais il peut récupérer des espaces de décision par mécanisme de délégation. Et on distinguera de la délégation ponctuelle et de la délégation étendue, qui vient d'être imaginée par la réforme du droit de la copropriété. Alors la délégation ponctuelle, vous la connaissez, vous l'avez probablement pratiquée dans vos entités de copropriété. Il s'agit pour l'Assemblée générale de déléguer, c'est par un vote qui est pris à la majorité de l'article 25, de déléguer à son conseil syndical une action, une mission, une décision, un engagement qui lui-même s'inscrit dans le cadre des décisions relevant de l'article 24, et on va pouvoir déléguer ponctuellement, par exemple, le choix d'un fournisseur pour remplacer la porte du hall de l'immeuble. L'Assemblée ne veut pas s'en préoccuper, elle le délègue à son conseil syndical sur un motif précis, sur un budget déterminé. C'est ce qu'on appelle la délégation ponctuelle, qui a toujours existé, qui continue d'exister, même si elle a été précisée quant à l'encadrement de son objet. Ce qu'on ne pourrait pas faire, c'est une sorte de délégation en indiquant le conseil syndical à des pouvoirs de décision, etc. Enfin, il faut qu'elle soit très précise sur l'objet. Ça, c'est la délégation ponctuelle. Je m'arrête peu dessus parce que je crois qu'elle est bien maîtrisée. La grande nouveauté de cette réforme, et c'est une nouveauté, je crois, issue de la réflexion sur les conseils d'administration. Il y a quelques minutes, je vous rappelais qu'il avait été question de conférer à certains copropriétaires élus la qualification de conseil d'administration pour qu'ils décident. Eh bien, en quelque sorte, cette hypothèse va pouvoir survenir, mais de manière optionnelle, puisqu'il a été prévu la possibilité d'une délégation étendue, ou dite délégation conventionnelle, selon le texte, mais c'est la même chose que ça vise. Il s'agit pour l'Assemblée générale de dire « je transfère tous les pouvoirs de l'Assemblée au Conseil syndical, tous les pouvoirs de l'article 24,
c'est-à-dire toutes les décisions relatives aux travaux susceptibles d'être votés à la majorité relative, eh bien l'Assemblée générale va pouvoir, par une décision prise à l'article 25, donc à la majorité absolue, elle va décider à la majorité absolue de ses membres de conférer ce pouvoir-là, qui est tout de même très large, à son conseil syndical. Alors quels sont les mécanismes de cette délégation? D'abord, rappelez que toutes les copropriétés peuvent en décider ainsi. Il n'y a pas de notion de taille, comme ça avait été envisagé dans quelques travaux préparatoires. Toutes les copropriétés peuvent le décider. Décision, je l'ai dit, à l'article 25. Condition, toutefois, il faut bien sûr qu'il existe un conseil syndical, ça va de soi, mais il faut que ce conseil syndical soit composé d'au moins 3 membres. Voilà, nous aurions un conseil syndical de 2 membres, nous ne pourrions pas déléguer ce pouvoir. Il faut au moins 3 membres, ou davantage, bien sûr. Alors ainsi, on va pouvoir déléguer des travaux d'entretien, de conservation, mais aussi des travaux pour préserver la santé physique des occupants, la sécurité, la suppression des vides d'ordures qui était passée à l'article 24, etc. Toutes les décisions de l'article 24 ne seront pas délégables. Les décisions relatives à l'approbation des comptes, qui bien que relevant de l'article 24, restent dans le périmètre original de l'Assemblée générale, ni ne seront délégables les décisions relatives à la définition et détermination du budget. Le conseil syndical qui reçoit une telle délégation, il devra, dès lors qu'il prendra des décisions, puisque finalement il peut décider le dimanche soir, après le match de foot, de se réunir et de décider d'un ravalement de façade. Donc, je vous rappelle qu'il se décide à l'article 24. Plusieurs centaines de milliers d'euros, possiblement, peuvent être décidés comme ça en dehors de toute assemblée générale si la délégation a été votée. Je précise qu'elle est tout de même capée par un budget alloué, mais on peut imaginer des travaux très importants entrant dans cette délégation. Alors, dès lors qu'il prend une décision, il devra d'abord la prendre au vote de sa majorité interne. Les membres voteront chacun pour une voix à la majorité relative de cela. Et s'il y avait un partage des voix, le président serait prépondérant d'une voix de plus. Donc ça, c'est la règle interne du vote du conseil syndical. Ensuite, le conseil syndical devra consigner dans un procès-verbal sa décision et le faire signer par au moins 2 membres qui signeront et attesteront de cette décision. Le procès-verbal du conseil syndical devra mentionner le nom des membres qui ont participé à la délibération, le sens de leur vote et transmettra au syndic ce procès-verbal qui lui-même l'enregistrera dans le procès-verbal des assemblées générales. C'est un document qui a valeur d'engagement collectif pour l'ensemble des copropriétés. La délégation donnée au conseil syndical est assortie d'un budget, puisque s'ils doivent agir, il faut qu'ils aient des fonds. Enfin, qu'ils aient des fonds, c'est pas eux qui les détiennent, ils restent dans la comptabilité de la copropriété, mais il faut qu'ils soient déterminés. Et donc ces fonds sont votés par l'Assemblée générale au travers d'un budget qui peut prendre soit la forme d'un budget dans le budget prévisionnel, puisqu'ils peuvent prendre des délégations dans le cadre des gestes de gestion courante, choisir des jardiniers, des espaces verts, etc., des contrats. Donc dans ce cas, il y aura une ligne budgétaire supplémentaire qui visera l'action du conseil syndical, ou bien il peut y avoir un budget spécifique lié aux délégations exceptionnelles pour travaux. Voilà donc l'importance de cette délégation au conseil syndical qui, vous le voyez, est un premier pas vers un déséquilibre ou rééquilibre, vous le direz comme vous voudrez, des pouvoirs, non pas entre le syndic et le conseil syndical, comme, pardon, mon titre l'annonçait, mais entre l'Assemblée et le conseil syndical, transfert de pouvoir et de compétences. Alors, si le syndic, on vient d'en parler, doit exécuter des décisions, si le conseil syndical doit le contrôler, l'assister ou les prendre lui-même s'il a délégation pour le faire, il demeure que le lieu naturel de la décision, c'est l'Assemblée générale, ce qui constitue ici la deuxième partie de mon propos, puisque l'Assemblée générale, c'est le lieu de l'engagement collectif de la décision en copropriété. Alors, l'Assemblée générale, il faut rappeler qu'elle se tient une fois par an au minimum. Elle peut revêtir des formes spéciales ou des formes
ponctuelles sur des sujets. Il faut rappeler que le décret du 27 juin 2019 oblige le syndic à afficher dans les parties communes de la résidence la date de l'Assemblée générale, cela dans un délai raisonnable, dit le texte. Avec ça, il faut se débrouiller. Et l'affichage doit mentionner l'article 10 de la loi qui rappelle que chaque copropriétaire peut faire remonter l'inscription d'une question à l'ordre du jour, en quelque sorte pour venir ratisser tous les sujets possibles que l'immeuble devrait voir débattre à l'Assemblée. Rappelez que cette obligation d'affichage, dans la pratique, elle fonctionne très très mal parce que très fastidieuse et à contre-pied des mécanismes de digitalisation qui ont inventé quand même des formes de communication très différentes. Mais dorénavant, l'affichage doit être physiquement en papier dans les parties communes. Il est très peu pratiqué dans la pratique. Quand je me promène dans les immeubles, je le vois assez peu. Et il faut rappeler qu'il n'y a pas de sanction à son défaut. C'est-à-dire que si le syndic ne le fait pas, il n'y a aucune incidence. Donc c'est une obligation qui est très fastidieuse et sans incidence juridique. Donc finalement, on peut le regretter, assez peu pratiqué. Alors voilà cette assemblée générale qui va se tenir une fois par an avec le mécanisme de convocation que vous connaissez. Convocation qui a été élargie à la possibilité d'un copropriétaire. Parce que jusqu'à maintenant, seul le syndic pouvait convoquer l'assemblée générale. Et bien dorénavant, seul le syndic peut prendre l'initiative de la convocation. Dorénavant, un copropriétaire peut enclencher cette initiative. Ça aussi, c'est une nouveauté donc apportée par la réforme du droit de la copropriété, qui prévoit qu'un copropriétaire, pour une question en rapport à ses droits et ses obligations, va pouvoir notifier sa demande au syndic, et le syndic aura l'obligation de convoquer cette assemblée générale. Alors, mécanisme en 3 indications. D'abord, que le copropriétaire notifie sa question avec un détail des projets contenus dans sa demande, que le syndic a 15 jours pour notifier à l'intéressé le coût de cette assemblée générale et de la prestation s'y rattachant, que l'intéressé doit d'abord payer, comme dirait l'autre, et ensuite le syndic a 45 jours, une fois le paiement encaissé, pour convoquer. Donc vous voyez, c'est très normé dans le temps. Ce sont des encadrements qui viennent d'être apportés par le décret du 2 juillet 2020. Décret qui prévoit que ces dispositions qui étaient normalement d'application immédiate sont reportées à compter du 31 décembre 2020. Donc pour l'instant, vos assemblées ne vont pas fleurir de ce type de demande. Il faudra attendre le 1er janvier 2021 pour les voir possiblement arriver. Donc, risque de fréquence supplémentaire des assemblées générales, puisque tout le monde peut être à l'initiative de cette convocation. L'assemblée générale, elle se tient, elle doit procéder à des décisions, et pour procéder à ces décisions, nous le savons bien, elle doit lutter contre ces démons que sont l'absentéisme, que sont les défauts de représentation. Et donc là, des mécanismes ont été imaginés. Je vous parle ici des mécanismes prévus dans la réforme du droit de la copropriété, qui sont toujours dans la réalité juridique parce que ces textes existent, mais il faudra, bien sûr, et là on a un télescopage avec les ordonnances sanitaires, articuler ces mécanismes avec les ordonnances, en particulier l'ordonnance du 25 mai, qui est venue accélérer et simplifier un certain nombre de processus. On le voit dans un instant pour les AG en visioconférence et en vote par correspondance. Alors déjà, l'Assemblée générale, restons dans la compréhension d'une Assemblée générale traditionnelle qui continueront dans tous les cas d'exister, et nous le souhaitons le plus rapidement possible de se rétablir. Ça voudra dire que la lutte contre le virus aura pris du terrain. Pour faciliter la représentation à l'Assemblée générale et donc la prise de décision, d'abord, le seuil des procurations a été augmenté. Les procurations pourraient être détenues à raison de 3 par personne ou davantage sans dépasser les 5% des voix. L'ordonnance du 30 octobre a augmenté ce seuil non plus à 5 mais à 10%. Et suivez bien, l'ordonnance du 20 mai 2020 a augmenté le seuil non plus à 10 mais à 15%. Donc en l'espace de quelques mois, on est passé de 5 à 10 à 15. Donc autant de fois de modules de mise à jour de logiciels à acheter, parce que tout ça rentre dans les mécanismes de calcul pour les logiciels d'Assemblée générale.
Et donc aujourd'hui, on peut accueillir un copropriétaire avec 15% des voix, ce qui est extrêmement significatif. Faites le calcul. Je rappelle aussi que parmi les dispositions, les époux peuvent recevoir séparément 2 mandats, qui est aussi une nouveauté des textes. Donc on peut avoir monsieur qui vient avec 15% des voix, madame qui vient avec 15% des voix, monsieur et madame détenant donc 30% des voix. Un meuble de 100 personnes, vous pouvez avoir un couple qui a quasiment le tiers des voix lui tout seul parce qu'il aura bien rempli ses bagages de procuration. Donc on a des possibles secteurs d'influence qui peuvent se créer dans les assemblées générales par ces mécanismes de représentation qui sont tout de même extrêmement importants. Ils sont d'autant plus importants que la subdélégation de vote a été consacrée. La subdélégation, c'est lorsque je donne une procuration à M. Dupont pour me représenter, eh bien, jusqu'alors, seul M. Dupont pouvait me représenter, puisque je l'ai donné à M. Dupont. Eh bien, la subdélégation, ça veut dire que M. Dupont pourra, s'il le souhaite, donner cette procuration à M. Durand. Donc, mon pouvoir va subdéléguer, possiblement, de personne en personne, autant de fois. Et cette subdélégation, elle est dorénavant permise. Alors, elle a quand même un intérêt réellement pratique, parce que quelquefois, la personne devant représenter n'est pas là elle-même, donc il peut y avoir un mécanisme de ricochet comme ça. Cette subdélégation, elle est rendue possible, sauf évidemment à ce qu'il y ait une mention expresse dans le pouvoir lui-même, disant « je m'oppose formellement à la subdélégation de mon vote ». Dans ce cas-là, c'est verrouillé, et ça restera entre les mains de M. Durand. La représentation a été clarifiée aussi pour ce qui est de l'indivision et de la nue propriété. Donc l'indivision, lorsque plusieurs co-individus existent pour qu'il n'y ait pas de difficulté de savoir qui vote, etc., dans une indivision pouvant composer, enfin même composant ces principes étant composés de plusieurs membres, ils ont un mandataire commun, ce qui ne change pas ici. Changement par contre dans le cas du démembrement de la propriété. Lorsque nous avons un nu propriétaire et un usufruitier, ils doivent là aussi désigner un mandataire commun. Par exemple, les parents sont propriétaires et se sont réservés l'usufruit, les enfants sont nus propriétaires, schéma juridique très classique issu de donations avec réserve d'usufruit. Et bien, dans ces cas-là, la famille doit s'accorder de qui va porter les votes à l'Assemblée générale, mandataire commun. Mais s'il n'y a pas d'accord, et ça arrive souvent, eh bien, le syndic devait saisir le juge pour faire désigner un mandataire d'office. Et bien dorénavant, il n'aura plus cette difficulté, puisqu'en cas de désaccord, le nu propriétaire sera réputé détenir les droits au regard de la copropriété, pour les représentations et pour les votes. Voilà, les pouvoirs détenus par le syndic ont été resserrés. C'est pas ça que je veux vous dire. L'interdiction de recevoir des mandats par le syndic a été resserrée. Le syndic, bien sûr, ne peut pas représenter le copropriétaire. Et si des pouvoirs arrivent au bureau du syndic, là aussi, l'affaire a été stabilisée après quelques atermoiements. D'abord, l'un dans le décret du 27 juin 2019, qui disait que les pouvoirs arrivant chez le syndic doivent être remis au président du conseil syndical, ou à défaut au président de séance. Ça, c'était la règle que je décrivais ici même, issue du 27 juin 2019. Cette règle a bougé, puisque dorénavant, depuis le décret du 2 juillet, eh bien, les pouvoirs vont pouvoir être remis au président du conseil syndical, ou au président de séance, ou encore à un membre du conseil syndical. On va diriger d'abord vers le président, ou à un membre du conseil, ou au président de séance. Donc on a élargi la possibilité de ceux qui pourront détenir les pouvoirs. Donc ainsi, nous avons une assemblée générale avec des forces de représentation beaucoup plus importantes. Mais ça n'est pas suffisant. Le législateur a voulu offrir la possibilité de dématérialiser l'assemblée générale. Alors, dématérialiser, ça veut dire que l'assemblée générale va perdre son unité de lieu, voire même son unité de temps, dans le cadre du vote par correspondance, puisque on va pouvoir accueillir les décisions, les choix des copropriétaires différemment. Alors, je suis ici au chapitre de la visioconférence, sur lequel je vais vous demander d'être particulièrement attentif, parce que
nous avons un socle de texte qui est issu de la réforme. La visioconférence n'a pas attendu le Covid-19 pour exister en droit de la copropriété, mais elle a dû être réadaptée pour les raisons de l'urgence sanitaire, parce que les textes initiaux ne coïncidaient pas avec les possibilités de la pratique. Donc, le schéma se comprend à présent de la manière suivante. D'abord, la loi Elan du 18 novembre 2018 a ouvert cette possibilité, et le décret du 27 juin 2019 l'a encadré. Ce que la loi Elan prévoit, et je parle au présent, parce qu'elle est toujours dans l'activité de sa force, c'est que la visioconférence doit fonctionner sur un mécanisme de temps. D'abord était prévue une décision de l'Assemblée générale quant au choix du support technique pour accueillir les visioconférents, quelle est la plateforme qu'on va utiliser, et d'autre part, deuxième articulation, ceux qui souhaitaient y participer devaient se signaler au syndic par tout moyen, au moins 3 jours avant le programme, à l'effet que celui-ci en prépare bien sûr les conditions techniques. Donc ça, c'était la visioconférence, loi Elan, décret du 27 juin, et là-dessus, on était tous assez joyeux, je crois, j'espère pour vous, de pouvoir visioconférer, et en fait on ne pouvait pas, puisque le Covid est arrivé, on a été confinés assez rapidement, le 17 mars, de mémoire, et le problème c'est que les assemblées générales susceptibles d'avoir décidé du support technique ne s'étaient pas tenues. Donc on s'est retrouvé à partir du 17 mars à essayer de construire des assemblées en visioconférence, mais on ne pouvait pas, puisque juridiquement, le timing précédent et accueillant le premier mouvement de décision du support ne s'était pas accompli. Donc c'est ainsi que le législateur a dû intervenir par voie d'ordonnance pour faciliter cela. Et donc, une ordonnance est survenue pour permettre le vote par visioconférence en l'absence de toute décision antérieure sur le support technique. C'est l'ordonnance du 20 mai 2020, et je voudrais ici vous proposer d'y faire un petit focus, puisqu'on a donc des dispositions qui sont venues accélérer ces mécanismes de vote à distance. Évidemment, en raison, je l'ai dit en introduction, de la possibilité de nous regrouper dans des bonnes conditions, voire même dans des conditions d'interdiction. Alors, l'ordonnance du 20 mai 2020 a, dans son article 13, prévu un espèce de super pouvoir du syndic qui prévoit que celui-ci, sur sa seule décision, peut décider, pardon le pléonasme, je refais la phrase, le syndic sur sa seule décision peut engager, peut convoquer l'Assemblée générale sans qu'il n'y ait aucun copropriétaire en présence physique. Voilà, il peut faire une assemblée sans présence physique. Alors, il va pouvoir le faire soit par visioconférence, et donc il va lui-même choisir le support technique, qui vaudra aussi longtemps que l'Assemblée générale n'en décidera pas d'un autre, et il va pouvoir compléter cette convocation de vote par correspondance. Donc on aura ainsi des copropriétaires en visioconférence. Donc là, dans ce cas-là, l'Assemblée générale a quand même une unité de temps, puisqu'on a quand même des personnes visibles qui peuvent élire un président de séance, qui peuvent dérouler un programme d'ordre du jour, débattre. On peut compléter des votes distants et faire le tri des scrutins et exprimer des résolutions en direct. Là, on est dans le mécanisme du vote en visioconférence. Mais le syndic peut aussi, le texte dit, dans l'impossibilité de le faire en visioconférence, dans le cadre de cette impossibilité, le syndic peut décider qu'il n'y ait plus du tout de contact avec les copropriétaires, ni présentiel, ni visio, et de s'en remettre intégralement au vote par correspondance. Donc c'est un mécanisme qui repose, bien sûr, vous l'avez compris, sur un formulaire de vote qui a lui-même été décrit dans le décret du 2 juillet 2020, modèle de formulaire.
Ainsi, les copropriétaires recevront donc une convocation à l'Assemblée générale qui ne contiendra pas de lieu de réunion, puisqu'il n'y a pas de lieu où on se retrouve, donc personne ne vient. Il y aura une mention sur la convocation que les copropriétaires ne participeront que par vote par correspondance. Et si le syndic d'aventure a déjà convoqué une assemblée générale en présentiel, mais décide de venir vers le vote par correspondance, il pourra le faire encore à condition de respecter un délai de 15 jours avant celle-ci pour prévenir les copropriétaires. Alors la tenue de cette assemblée, en réalité elle ne se tient pas puisqu'il n'y a personne, mais elle repose quand même sur certaines règles de forme. D'abord, règle de forme d'une feuille de présence, donc elle sera ici émargée quant à l'indication des copropriétaires qui ont voté par correspondance, et elle sera certifiée exacte par le président du conseil syndical. Voilà, c'est lui, on lui enverra la feuille de présence, il la certifiera exacte, éventuellement avec tous les documents inhérents. Il aura d'ailleurs 8 jours pour le faire. Il aura 8 jours pour réaliser cette validation. Donc on est vraiment sous une AG complètement dématérialisée qui consiste à vérifier les votes inhérents à chaque scrutin. Préciser également que le bulletin de vote par correspondance doit être retourné au syndic au moins 3 jours avant la date prévue à l'Assemblée générale, sinon il ne pourra pas être pris en compte. Donc ça met en place la problématique du chronodatage de cette réception, et c'est la raison pour laquelle il est privilégié de les renvoyer par mail, puisque le texte mentionne que la date du mail fera foi quant à la date de réception. Et là, la feuille de présence devra d'ailleurs faire mention non seulement des bulletins reçus par correspondance, mais aussi de ceux qui auraient été éventuellement reçus trop tard. Ils doivent être mentionnés dans les indications de ce texte-là. Voilà donc la possibilité de convoquer en visioconférence, en vote par correspondance. Bien sûr, je vous l'ai dit, le syndic a le pouvoir de le décider. Le pouvoir, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire sans consulter. Évidemment, la recommandation que suivront probablement tous les bureaux de syndic soucieux de rester en phase avec leur clientèle, c'est tout de même de consentir l'opération en accord avec les copropriétaires, ne serait-ce que pour des raisons de convenance. Mais formellement, il n'a pas l'obligation de le faire. Vous pouvez recevoir ce type de convocation voilà. Alors, quelques problèmes pratiques se posent. D'abord, il faut rappeler que la convocation doit contenir tous les éléments essentiels à la prise de décision, et c'est ainsi qu'il faudra, notamment pour ce qui est de la désignation du conseil syndical, il sera évidemment plus cohérent de mettre les noms des candidats, si on doit voter en face, par des croix pour contre ou abstention. Il faut faire attention à augmenter l'information dans les assemblées générales votées éligibles au vote par correspondance, parce que celles-ci ne bénéficient plus du débat et des discussions des autres assemblées générales. Voilà donc ainsi des décisions qui s'accélèrent. Un mot avant de conclure sur le régime particulier des petites copropriétés, puisque le législateur a instauré un régime de décision plus simple pour celle-ci, enfin plus simple, ce sera à elle d'en juger, en tout cas ça se veut plus simple. Alors pour une petite copropriété, ce sont les copropriétés de moins de 5 lots ou les copropriétés dont le budget prévisionnel est inférieur à 15 000 €, moyenne prise sur les 3 derniers exercices consécutifs. Alors dans ces petites copropriétés, d'abord 3 dispositions. Première disposition, le pouvoir donné à tout copropriétaire de convoquer, là c'est pas l'initiative, c'est le pouvoir. Je convoque les 4 autres copropriétaires, ou les 8 autres si mon budget est de moins de 15 000 €. Chaque copropriétaire a le pouvoir de le faire pour les questions qui revêtent une certaine gravité. Il ne peut pas le faire pour tout ou n'importe quoi, mais il peut le faire pour toutes les questions mettant en péril la conservation de l'immeuble ou la sécurité des occupants. Ça, c'est une première nouveauté tout à fait inédite.
Deuxième nouveauté, c'est que ces copropriétés vont pouvoir, pour un certain nombre de questions, se passer de l'Assemblée générale, puisque la consultation écrite, à ne pas confondre avec le vote par correspondance, la consultation écrite est possible dans ces copropriétés. Le syndic pourra, pour certaines résolutions que je vais vous indiquer, adresser aux copropriétaires une consultation, donc un projet de résolution par écrit, et demander à ceux-là de répondre par écrit, tout simplement, dans un délai que le syndic fixera librement, qui peut être de quelques jours. Et donc on voit là qu'on a la possibilité de décider, en dehors de toute assemblée générale, de tout débat formellement organisé, de tout délai de 21 jours prévu pour les assemblées générales traditionnelles, on a la possibilité de décider plus rapidement. Il faut préciser que ces décisions, pour être valables, doivent être prises à l'unanimité de leurs membres, des membres du syndicat, et elles vont donc devoir pouvoir porter sur toutes les décisions donc relatives à l'entretien de l'immeuble, majorité de l'article 24, donc on a là aussi un champ assez important. La consultation écrite pourrait être recueillie par courrier ou par présence du copropriétaire qui vient l'exprimer par écrit au bureau du syndic, ou encore un copropriétaire peut être reçu en visioconférence par le syndic pour exprimer son point de vue. Donc on a des mécanismes tout à fait diffus de récupération de la décision pour ces petites copropriétés, et si le syndic a mis tout le monde d'accord, ou recueille tous les accords plus exactement, et bien à ce moment-là, la décision sera engagée. Il devra alors la consigner dans un procès-verbal d'assemblée générale. C'est le syndic lui-même qui le signera et il indiquera le vote de chaque copropriétaire. Ce PV est annexé au registre des assemblées générales avec évidemment l'indication du sens de la décision. Voilà, donc vote par consultation pour les copropriétaires, mais aussi, troisième indication pour les petites copropriétés, la décision en réunion spontanée. Vous êtes dans une petite copropriété, et bien vous pouvez, sur un point de porte, si vous croisez tous les autres copropriétaires, on est toujours sur la notion d'unanimité, et bien vous pouvez ici prendre une décision, l'écrire, et cette décision aura valeur d'assemblée générale. Donc on est là, le législateur a appelé ça la réunion spontanée de tous les copropriétaires. Voilà, l'unanimité. Alors là aussi, bon, pourquoi pas. Attention tout de même à ce type de décision, parce que le débat n'a pas été préparé, les pièces n'ont pas été communiquées à l'avance, voire exprimées dans des conditions pas forcément très confortables. Des personnes peuvent avoir dit oui pour faire plaisir sur le moment, mais le regretter derrière. Donc, fragilité potentielle, à mon sens, de ces décisions. Néanmoins, qui seront soumises là aussi à des mécanismes de recours identiques que toutes les décisions prises en copropriété. Mais on peut craindre là-dessus qu'il y ait quelques débordements. Et je ne suis pas certain qu'on soit véritablement dans la simplification des affaires juridiques de la copropriété en procédant ainsi. Une convocation, 21 jours, la transmission des pièces, un débat ne prive pas la copropriété de certaines cohérences. Voilà donc pour les décisions particulières des petites copropriétés. Trois indications pour terminer sur les abaissements des règles de majorité. L'article 24, l'article 25 a été abaissé à l'article 24 pour la question de la suppression des vies d'ordures ou de l'autorisation aux forces de police. La passerelle entre l'article 25 et 24 déterminée à l'article 25.1 est généralisée, de telle manière que si on a le tiers des voix, on passe automatiquement au deuxième vote, et une même passerelle a été réalisée pour l'article 26 de la loi. L'article 26 c'est celui qui porte sur une majorité incluant la majorité des membres du syndicat et les 2 tiers des voix. Si cette majorité n'est pas atteinte, mais si toutefois elle recueille la majorité des voix présentes et représentées et les 2 tiers des voix présentes et représentées, et bien à ce moment-là, un vote pourra être pris en même assemblée à la majorité absolue. Voilà, c'est un schéma de déclinaison du vote qui est aujourd'hui bien compris et bien pratiqué et qui fonctionne ainsi.
Voilà, enfin, le délai de notification du procès-verbal de l'Assemblée générale en disposition nouvelle a été réduit à 1 mois. Donc on voit là la volonté du législateur, non seulement de faciliter dans l'Assemblée générale la prise de décision, la présence, les mécanismes de transmission, de présentation, et volonté d'accélérer les exécutions en réduisant le mois de notification. Voilà ainsi le tableau posé. Vous observez donc que le syndic est mieux encadré, que le conseil syndical a quelques atouts de plus pour exercer sa mission, que l'Assemblée générale est fluidifiée, que des mesures sanitaires ont été spécifiquement apportées. Tout cela est censé faire accélérer les processus de décision et donc d'engagement dans la copropriété. C'était l'essence initiale de la réforme, et donc les travaux, et donc les rénovations. Il ne nous échappe pas qu'il ne suffit pas d'avoir un mode opératoire bien huilé pour que les décisions se prennent. Il faut encore, et ce sera là, je vous propose ma conclusion, que celle-ci puisse être financée et que les pouvoirs d'achat, et en particulier dans ces contextes de crise économique tout à fait inédite, puissent soutenir les hypothèses des décisions que la réforme souhaitait voir accélérer. Voilà, merci, messieurs.